Action. Action. Ok, donc re shalom à tout le monde. Je m'appelle Ethan Fison et j'étais à votre place donc il y a à peu près 21 ans. J'étais ici à Echal Eliyahu, à Kochav Yaakov. Alors c'était absolument pas comme c'est maintenant. C'était un autre concept. C'était un autre concept. D'abord, toutes ces salles, toutes ces classes, machin, ça n'existait pas. On venait d'inaugurer le nouveau Beth Midrash, mais en mode plus petit. Ok, donc on n'était pas du tout le grand Beth Midrash qu'on a aujourd'hui. C'était un petit Beth Midrash. La pnimia, elle venait de commencer. Il y avait encore des gens qui dormaient dans des caravanes en haut. C'est sûr, c'était une ambiance. J'étais en mode SDR, exactement. Ouais, je sais pas de qui tu fais référence quand il y avait encore le Shaul David. Il y avait, alors le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Shaul David, et il y avait encore le Rav Moshe. C'est le père du Rav Shaul David. Vous étiez à l'armée Après, je suis entré à l'armée dans Saïret Givati. Du coup, c'est pas en... Donc du coup, j'ai dû arrêter le SDR. J'étais que 6 mois en fait ici. Après, je suis revenu après l'armée, mais après l'armée, je suis resté encore un peu. Non, j'étais 1 an au Machon Meir. Ensuite, je suis venu ici. Ensuite, je suis rentré à l'armée. Et après l'armée, je suis revenu ici un petit peu. Voilà. Hein? On est mieux à Kochav. Je te dis, à Kochav, c'était à l'époque, c'était vraiment le début de l'aventure, quoi. Donc, c'est une ambiance de se dire que tu participes à la construction de quelque chose, quoi. C'était très sympa. Après, je suis passé par les Yeshivat à Kotel pendant 1 an et je suis parti ensuite à Merkaz Arav pendant 9 ans. Et voilà. Donc, c'est l'ambiance. Et le Rosh Yeshiva m'a demandé de venir faire cours cette année. Donc, Bezrat, je vais avoir l'honneur de venir vous faire cours cette année. A priori, le lundi soir. Avant les fêtes, j'en ai pas encore parlé avec la Nala, mais normalement, on donne cours à 6h30. Mais après les fêtes, il faudra que ça passe un peu plus tard, à 8h30, je crois. Je crois. Non? Il y a un truc? T'as quoi? T'as quoi, toi, 8h30? T'as quoi, toi? 8h30? Ouais. 20h30? T'as quoi? À 20h30? Ouais. Ah, bah c'est bon alors. Tu vois bien, on est chaud. C'est-à-dire que tu feras le foot avant. Au lieu de faire le foot après, tu feras le foot avant. C'est ça? D'ailleurs, je peux aussi venir pour le foot parce que j'ai vu votre niveau, il va falloir qu'on élève un petit peu le niveau. Parce que je viens d'arriver, la première chose que je vois, c'est un tir, mais totalement pas cadré. Donc, il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est celui qui sait pas tirer au foot, il saura pas tirer à l'armée non plus. Donc, faire très attention, c'est très important. Bien sûr. Tav, alors regardez, de quoi on va parler? On n'a pas un thème en particulier pour toute l'année. Au fur et à mesure des shiurim, on va apprendre à se connaître, machin. Si vous avez des thèmes que vous voulez aborder et que vous n'osez pas aborder avec les autres rabbanim, parce que les autres rabbanim, ils sont plus normaux que moi, s'il y a des thèmes particuliers que vous voulez aborder, vous me direz. Là, en l'occurrence, j'imagine évidemment que vous allez avoir des cours sur les fêtes et tout ça, mais on va essayer de les aborder sur un angle que, à mon avis, à Kochav, on n'aborde pas. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, on va commencer un cours sur Rosh Hashanah. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Donc, soit on termine aujourd'hui, soit on terminera la semaine prochaine. Et ensuite, on a 3 cours avant les fêtes. On a 2 cours avant Rosh Hashanah. Et ensuite, on a un cours, j'imagine, juste avant Yom Kippour. Donc, on va essayer de parler un petit peu de ce qu'on peut parler. Ok? Ça marche? Yalla. Tov, ce que je vous ai pas dit et ce que vous savez pas, et que c'est très important que vous compreniez pour aussi comprendre dans quel état d'esprit je suis, avant la Yeshiva, avant le Machon Meir, et donc avant Kochav Yaakov, dites-vous bien que 2 mois avant de venir à la Yeshiva, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, et j'ai pas grandi dans une famille religieuse. Ok? Je viens de France, j'ai grandi à Metz. Tu connais Metz? Ouais. C'est là-bas dans le nord-est de la France. Ton quoi? Un pote? Ah? C'est à côté du Luxembourg, les gars, je vous promets, vous n'êtes pas obligés d'être avec les portables. Ceux qui ont des portables, vous allez survivre 1 heure sans le portable. Je vous en la parole d'honneur. Même toi. Je te promets. Alors comment je suis revenu dans la Torah? D'abord, que tu saches, je viens d'une famille pas religieuse, mais on allait à la Sina tous les Shabbats. On y allait en voiture. Non, on y allait en voiture, on revenait en voiture aussi. On faisait Kiddush tous les Shabbats. On baissait un peu le son de la télé pour faire Kiddush. Et ensuite, on faisait Kiddush. Je dis pas, c'est comme ça que j'ai grandi. Je me suis même pas posé la question, tu vois. Je savais qu'il y avait des religions. En l'occurrence, le frère de mon père, c'était le rabbin. Mais nous, on était en mode tranquille. C'est un rabbin ou c'est un... Non, c'est un rabbin. C'est le rabbin du consistoire, machin. Donc, rabbin, quoi. Mais nous, on n'était pas du tout religieux. On mangeait kasher, viande à la maison, mais pas kasher lait.
C'est-à-dire, la viande à la maison, c'était vraiment cachère, c'était méadrine. Merde. Ouais, mais pas parce que mes parents, ils ont une émouna dans la viande. C'est juste que mon père, il voulait que la famille, elle reste unie. Et donc, il a dit à son frère, il a dit, voilà, t'es le rabbin, tu nous dis tout ce qu'il faut faire pour que ce soit cachère, viande. Comme ça, on pourra faire des repas de Shabbat tous ensemble et tu viendras. Donc, il lui a dit, ok, bah, 2 éviers, 2 vaisselles, 2 machins, 2 trucs, de bidules, trempés, nanana. Donc, tout ce qui était côté viande, c'était ultra cachère. Côté lait, c'était fruits de mer, c'était moi, j'ai jamais aimé les fruits de mer, mais mon père. Non, moi, j'ai rien. Moi, ça me dégoûtait, quoi. Mais les trucs, voilà. Pas cachère, poisson pas cachère, machin, hein. McDo, évidemment, McDo, la base. Mais des fois, alors, Zéou, franchement, le fish, il était meilleur. Hein. Ah, d'accord. Ah, le menu best-of filet, avec un filet en plus, c'était... Alors, je mangeais la viande dehors, pas cachère. La méadrine, alors pas de tralouf. Un jour, peut-être qu'on fera un cours là-dessus, pour comprendre pourquoi est-ce que le cochon, ça a pris un statut différent dans le judaïsme, alors qu'en vrai, al-pi halakha, c'est pas plus grave de manger du cochon que de manger un autre animal pas cachère, quoi. C'est-à-dire, hein, le cheval, par exemple. Bekitsour, donc voilà, ça c'est l'ambiance dans laquelle je grandis, très communautaire. Voilà, on vient à la Sina tous les Shabbats, machin, les fêtes, nanana, mais pas du tout religieux. Quand j'ai 7 ans, on m'a pas demandé mon avis, on m'a mis au ZI. Je sais pas si vous connaissez les ZI. Voilà. Ouais, t'étais au ZI. Quel GL t'étais, toi? Hein? Quel GL? De Nice. De Nice? Nice Benyehuda. C'est fait. Donc moi j'étais au ZI, mon père c'était le responsable des ZI à Metz, donc j'avais pas le choix. Et voilà, ça c'est l'ambiance. Jusqu'en 6e, je suis en école juive. Après la 6e, il n'y a plus d'école juive. Donc je vais au collège et au lycée de la République, à Georges de la Tour. Et donc ma majorité de... Ah oui, un autre truc, c'est Metz, c'est pas Paris. Donc en termes de communauté juive et la grandeur de la communauté juive, on n'y est pas. Dans mon année, ok, je suis de 85, attention, ça veut dire que je suis très vieux. Je suis de 85 et mon année, c'était le baby-boom dans la communauté. Donc de ma section, dans la classe, quand on était encore à l'école juive, jusqu'en 6e, c'était la classe la plus bondée de la communauté depuis des années. On était 12. 12. Ça veut dire que j'avais 12 juifs de mon âge. Mon frère, 3 ans de plus que moi, eux, ils étaient 7. Ma sœur, 7 ans de moins que moi, elles étaient 4. C'est-à-dire, donc voilà, tu vois l'ambiance de la communauté, la grandeur de la communauté. Donc autant te dire que la majorité de mes potes, mais c'était pas juifs. C'est-à-dire, j'avais mes potes juifs que je voyais à la Sina, que je voyais aux EI, machin, mais la majorité de mes amis, c'était pas des juifs. À 15 ans, je vais faire un voyage en Israël pour la première fois. Première fois de ma vie en Israël avec les EI. Maintenant, mes parents, ils sont pas du tout contre Israël, ils sont très pro-Israël, mais juste qu'on n'y allait pas. C'est-à-dire, c'était genre, on aime beaucoup Israël, on fait des conférences sur Israël, machin, mais on va pas là-bas en vacances. Donc, j'ai voyagé dans plein d'endroits, grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous a emmenés, mes parents, ils nous ont emmenés dans plein d'endroits très sympas, mais on n'allait pas en Israël. 15 ans, j'arrive en Israël, première fois, voyage avec les EI. Maintenant, je suis très content d'y aller. Je suis... Hein? C'est quoi? À l'époque, il y avait un voyage pour les gens de 15 ans. Non, aujourd'hui, tout est différent. Mais à l'époque, il y avait ça. Et j'étais très, très, très motivé par le voyage parce que, 1, c'était la première fois que j'allais en Israël. Et 2, parce que je savais qu'il y avait dans le voyage une fille. Alors, faut pas filmer ce moment-là. Il y avait une fille que j'étais in love d'elle depuis que j'avais 11 ans. In love complètement. Je me suis dit, ça est bon, j'ai 15 ans, c'est sûr, ça va être ma meuf. C'est la bonne. C'est dans la boîte, complètement dans la boîte. Et ce qui se passe, c'est que finalement, quand j'arrive à l'aéroport, sa sœur vient me dire, calme-toi, elle a un mec. Et donc, je suis dégoûté. Et donc, le dégoûtage s'installe. Et là, je me dis, ok, laisse tomber. Tant pis, je m'en fiche. Je tomberai amoureux de quelqu'un d'autre. Et effectivement, je suis tombé amoureux de la terre d'Israël. C'est-à-dire, je me suis complètement... Ah, t'as vu, c'est beau ou pas? Ah, ça c'est là. Maintenant, pour de vrai, premier voyage, je suis comme un ouf, on m'amène au cocktail, première fois, on me bande les yeux, je pleure et tout, machin, génial. Waouh, la folie. Je reviens du voyage, je dis à mes parents, papa, maman, je me casse. Je me casse, terminé. J'ai 15 ans et je vais passer en première. Et donc là, mes parents ils me disent, bon, c'est bien, au moins il a kiffé ses vacances, c'est bien. Maintenant, tu te calmes, tu passes ton bac d'abord et après on discute.
Ok, donc je suis reparti pour 2 ans à l'école, première terminale, mais je sais que je vais partir en Israël. Arrive la fin de la première, on est en 2001, et je ne veux même pas vous demander quel âge vous aviez, parce que c'est en moins. Bah, j'étais pas né. Bah c'est ça, c'est en moins. Tu avais moins combien? Moins 6 ans. 3 ans. Moins 3 ans, moins 6 ans, c'est pas vrai? Non, moins 5 ans. Moins 5 ans. Kitsour, bah moi à ce moment-là, en 2001, j'ai 16 ans, et j'ai beaucoup moins de ça. Beaucoup moins. Et par contre, j'ai beaucoup plus de foot. Je joue au foot depuis que j'ai 5 ans, et j'étais très bon à l'époque. Et résultat des courses, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez entendu parler de l'antisémitisme? Tu connais, vite fait? Antisémitisme, tu connais? Un vrai truc, hein, vite fait. Non, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des fois, antisémitisme rime aussi avec antisionisme. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. C'est souvent l'inverse. Maintenant, ouais, inverse, ça marche dans tous les sens. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que en 1948, quand on crée l'État d'Israël, Israël va être exclu pendant 3 ans de toutes les compétitions sportives internationales. On n'a pas le droit de participer, genre on ne nous reconnaît pas. De 48 à 51,5. Ok? Genre, et donc, David Ben Gurion, il va dire, ah ok, vous voulez pas de nous? Pas de problème, on va officialiser un truc qu'on faisait entre nous vite fait, mais cette fois on va le faire officiel, les Jeux Olympiques Juifs, les Maccabiades. Sachez que tous les 4 ans, c'est les Maccabiades en Israël. Je vais y aller, moi. Pour de vrai. Tu veux y aller? Ouais, cette année. Ouais, ça a été repoussé à cause de l'Iran l'année prochaine, mais tu veux jouer en quoi? Foot? Salle. En salle? Ah ouais. Il a fait? Il l'a fait. Hein? Ton père il l'a fait aussi? Il a fait? Tous les ans. Non, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, et ben en 2001, je fais partie de l'équipe de France de football qui vient jouer au Maccabiades. Donc très sympa, très folie. Là, mon fils, il devait être le capitaine de l'équipe des moins de 16 ans de basket de France. Mais il habite en Israël. Mais il y a une équipe de Olim Khadashim. Bon, lui, il est né ici, mais comme il est fils de Olé, alors ça passe. Ça passe. Kitsour, maintenant, imaginez-vous, j'arrive en Israël pour la 2e fois de ma vie. J'ai jamais été autant français de ma vie. Ok, je porte le survêtement de l'équipe de France, le maillot de l'équipe de France. Il y a des drapeaux français partout à côté de nous. En plus, on est en 2001. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du foot, mais à ce moment-là, la France, c'est Dieu en foot. Genre, ils ont gagné la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000, Zidane et tout, machin. La folie. Et ben, c'est là que mon idée que je veux faire à l'Alia, elle devient au top. Imaginez-vous, premier match à Haïfa, France-Angleterre. On rentre sur le terrain, la Marseillaise, l'hymne national anglais, et derrière, la Tikva. Je dis les gars, c'est bon, c'est réglé, je viens. Donc voilà, c'est sûr dans ma tête, quand j'arrive en terminale, c'est sûr. Des juifs. Quoi? Les Maccabiades? Ouais. Ouais. C'est juste du monde entier. Maintenant, quand j'arrive en terminale, après cette expérience-là, je me dis c'est bon, il me reste une année, je passe le bac et c'est terminé, c'est sûr, je pars. Mais j'ai pas du tout dans ma tête l'idée de devenir religieux. Genre, je vais venir en Israël, c'est tout. C'est mon pays. Et on est en 2002. Et en 2002-2003, c'est l'intifada en Israël. C'est quoi l'intifada? Alors, c'est pas l'intifada des couteaux, ça sera en 2015. Un, c'est ces attaques terroristes, des attentats suicides. C'est les bus qui explosent, c'est machin, c'est une année très chaude. Maintenant, un truc que vous imaginez même pas, c'est qu'on est en 2002. Non, la guerre du Golfe, c'était pas, c'était en 90. En 2002, les amis, il y a un truc que vous pouvez même pas imaginer. On est dans un autre monde, vous connaissez pas ce monde-là, puisque c'est un monde sans Internet. Il n'y a pas Internet. C'est au tout début Internet. Donc si tu veux te connecter à n'importe quoi, ça te met 2 jours. C'est-à-dire, donc il n'y a pas Internet. Tu veux savoir ce qui se passe en Israël, tu es obligé d'attendre le journal de 20h à la télé, sur TF1 ou sur France 2. Le correspondant de France 2 en Israël, c'est un juif, qui s'appelle Charles Anderlin, et c'est un des mecs les plus antisémites et les plus antisionistes du monde. Et les juifs. Donc ça veut dire que tous les soirs, tu as un mec qui vient et qui crache tout ce qu'il peut cracher sur Israël. Et en même temps, on voit des images de bus qui explosent et de machin et de machin. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé ce soir-là, mais le lendemain matin, j'arrive à l'école. Et comme je suis... Alors, il y en a qui ont été en école Goy? Ouais, toi. Donc, vous savez ce que c'est? Quand on est en école non juive, on s'en fout de savoir ce que tu penses. Comme tu es juif, tu es le porte-parole de Tzahal, le porte-parole de Bibi, le porte-parole de l'État d'Israël, le porte-parole de tout ce qui est juif. Même si toi, tu ne connais pas. Ça dépend. Ça dépend? Toi, chez toi, c'était pas comme ça? Il y avait beaucoup de juifs dans ton école? Oh, il est pas mal, quoi, mais. Souvent c'est comme ça. Ça dépend, quoi. Vraiment, ça dépend juste des endroits. Il y a des endroits. Il n'y a pas eu débat avec des copains et tout? Tu disais que t'étais juif? Ouais, moi, je suis arrivé en petit à l'école. Et
Ouais. Il n'y a jamais eu de débat avec tes copains? Non? Peut-être ils en avaient marre, ils avaient tellement l'habitude de voir des juifs. Bon, en tout cas, à Metz, ils n'avaient pas l'habitude. Et donc, j'étais genre the représentant. J'arrive un matin à l'école et tout le monde vient me voir et me dit: ouais, t'as vu ce que vous avez fait aux Palestiniens hier? On a vu à la télé, machin. Bon, moi, je leur ai dit que c'était pas moi parce que moi, j'avais piscine la veille. Mais après, on est rentré dans un débat. Ouais, c'est à nous, c'est à eux, c'est à nous. Et le mec qui me saoulait, c'est un mec que je connais depuis la 6e, Hugo, un non-juif. Et je lui dis: Hugo, pourquoi tu me saoules? T'es chrétien, non? Il me dit: ouais. Je dis: bah, c'est marqué dans la Bible que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Donc toi, t'y crois à la Bible, alors pourquoi tu me saoules? Et là, Hugo, il me répond: ouais, mais il y a marqué Shabbat dans la Bible, tu fais pas Shabbat, alors pourquoi tu me saoules? Et là, la claque. Il a pas tort, il a pas tort. Là, mais il a complètement raison. Donc là, grosse claque. Et ce jour-là, sur le chemin de la maison, je me dis: mais attends, je vais partir en Israël, parce que j'y crois, parce que c'est mon pays et tout. Il y a d'autres trucs qui sont marqués dans la Bible. Et j'y connais rien. Et à ce moment-là, je décide de faire tchouva. Bon, je décide de faire tchouva, mais je dis à Dieu: je ferai tchouva l'année prochaine. Tu me laisses kiffer ma fin de terminale. Et je suis monté dans l'avion à la fin de la terminale, après le bac, et j'ai fait tchouva dans l'avion. Voilà. Bon, en vrai, je connaissais rien, tu vois. Mais dans ma tête... Dans l'avion, j'ai dit: ça y est, c'est bon, je suis religieux. Zéro, je suis religieux. Bon, je connais rien. Et donc, j'ai appris, et petit à petit. C'est-à-dire, voilà l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Maintenant, pourquoi je vous ai raconté tout ça? D'abord, pour que vous sachiez quel est mon parcours, que vous sachiez que vous pouvez me poser toutes les questions du monde, il n'y a rien qui va me choquer, parce que je viens de beaucoup plus loin que vous, a priori. Donc, on peut y aller, on peut discuter de tous les sujets de l'univers, si ça nous fait avancer dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu et la Torah. Et pour que vous compreniez que dans la façon que j'ai d'étudier la Torah, je connaissais rien à la base. Donc, quand je suis arrivé à la yeshiva, je ne me satisfais jamais de le rabbin il a dit. Je voulais comprendre pourquoi. Je voulais comprendre d'où ça vient les trucs. Et j'ai un autre problème, c'est que je souffre d'une maladie grave qui s'appelle la logique chronique, et je supporte pas quand les choses ne sont pas logiques. Donc, si tu m'expliques un truc et que ça tient pas debout, il va falloir que tu m'expliques mieux. Ok? Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la Torah, et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on va étudier nos sujets, on va pas se contenter de c'est marqué, machin. Non. On va poser des questions claires et on va essayer de trouver des réponses claires. Et je ne me satisfais pas d'une réponse de religion. Ok? Donc, les réponses de religion en général, c'est comme ça, c'est marqué dans la Torah. C'est Dieu, il a dit. C'est Dieu, il a dit. Ou alors, on va te dire un autre truc que tu as appris à l'école, mais que quand tu fais marcher ton esprit critique, tu dis: non, attends, il y a un bug. Donc, on va commencer notre premier cours sur Rosh Hashanah. C'est dans pas longtemps, dans 2 semaines. On va pas le terminer, je vois déjà. On va pas le terminer maintenant, on le terminera la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Mais donc, restez avec moi. Donc, venez, on commence notre histoire de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, je pose une question très très simple. Mais avant la question, j'ai une intro. Toutes les fêtes. Il y a un truc pour effacer ici? On peut effacer peut-être quelque chose? Je sais pas, un mouchoir. Non, on ne sait pas. On ne veut pas toucher. Ouais, Ouais, ça reste ici. Bon, ça reste. Le tableau, on peut passer. Attends, accorde tableau. L'homme chané. Toutes les fêtes juives, quelles qu'elles soient, ok? Et ça, je signe. Toutes les fêtes juives sont décrétées pour symboliser, pour commémorer un événement historique qui a touché le peuple juif. S'il n'y a pas d'événement historique qui a touché le peuple juif, il n'y a pas de fête juive. Ok? Le judaïsme n'est pas une spiritualité. Il y a beaucoup de spiritualité dans le judaïsme, mais on n'est pas un truc spirituel. Je donne un exemple. Ça me montre à quel point, et c'est pas de ta faute du tout, tu as grandi dans un monde chrétien. La France, c'est un monde chrétien. On a appris des concepts, genre matériel et spirituel, qui s'opposent. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Pourquoi on n'est pas là-dedans? Parce que pour nous, le judaïsme... Ah oui, maintenant je me suis levé. Parce que pour nous, le judaïsme, le matériel peut être Kodesh et il peut être Hol. Et le spirituel peut être Kodesh et il peut être Hol. Exemple, tu te fais un burger de la mort, frites, coca, de folie, tu te fais péter le ventre. Non mais moi je te dis. Moi je te le dis. Il a dit quoi? J'ai dit on n'est pas spirituel. Il m'a dit quoi? On est matériel, comme si il y avait une opposition entre matériel et spirituel. Je dis non. Exemple, imagine on se fait un méga burger de la folie, on se fait péter le ventre à la folie. Ok? Azov bracha avant et après. Je fais ça un mardi pour me faire péter le ventre. Non, avec bracha, l'homme jamais. Ce repas, il est chol ou il est kodesh? Il est chol. Non, il est cachère, j'ai fait une bracha. Depuis qu'on fait le bracha,
Non, 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 on le rend. On l'emmène au spirituel. Dafka, non. Mais ça, c'est pas notre sujet. Dafka, la bracha, elle le rend chol. Mais ça, c'est un autre problème. Stam, j'ai mangé. Par contre, ce même burger, frites, coca, de folie, pétage de ventre, je le fais parce que je viens de faire un sioum de Masechet. Je fais une seudat mitzvah. Là, c'est Kodesh. Ah, c'est le même repas, mais il devient Kodesh. Mais parce Pareil. que par rapport à quelque chose. Nachon. Donc, il y a fait. Et c'est vrai pour tout. Pareil, je fais un exercice de maths pour passer le bac, Zechol. Par contre, je fais un exercice de maths parce que j'adore les maths et grâce aux mathématiques, j'arrive à dévoiler les secrets de Dieu. Bah, mes maths, ça devient Kodesh. C'est-à-dire, donc, spirituel, parce que les maths, c'est spirituel. Spirituel, ça veut dire spirit, ça vient de l'esprit. Matériel, ça vient du bide. C'est-à-dire, donc, dans le judaïsme, tu peux avoir et des trucs matériels et spirituels qui sont Kodesh. Ou à l'inverse, et des trucs matériels et spirituels qui sont Chol. Ce que je veux dire par là, quand je vous dis que on n'est pas un truc spirituel, il y a une fête qui est super géniale, que je kiffe, qui n'est pas une vraie fête, qui s'appelle Tu Bishvat. Tu connais Tu Bishvat? C'est génial, Tu Bishvat. On fera certainement un cours avant Tu Bishvat cette année, et je vous dirai à quel point Tu Bishvat c'est de la folie. Aval, Tu Bishvat c'est pas officiel. C'est pas officiel, c'est pas officiellement une fête du judaïsme. Pourquoi? Un mec qui fait rien à Tu Bishvat de particulier, il a rien transgressé, il a rien annulé, il y a aucune obligation à Tu Bishvat. Non, Shavuot, il y a plein de choses. Par exemple, il y a Shavuot, c'est Yom Tov. Par exemple, Shavuot, c'est Yom Tov. Mais Tu Bishvat, tu es obligé de rien. C'est un minag, Tu Bishvat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore eu aucun événement historique qui a touché le peuple juif à Tu Bishvat. Ça représente plein de choses, Tu Bishvat. Ça a été fait par les Mekoubalim, par les Kabbalistes, parce que ça représente plein de choses. Mais tant qu'il n'y a pas un événement officiel, c'est un minag. Celui qui le fait, il le fait. Celui qui ne le fait pas, il ne le fait pas. Au jour d'aujourd'hui, on compte comme une fête. Non. C'est pour ça que je te dis, si tu fais rien, tu manges pas de fruits, tu danses pas, tu plantes pas d'arbres, t'as rien transgressé du tout. Ok? Tant qu'il n'y a pas d'événement historique, il n'y a pas de fête. Alors, je donne juste un deuxième exemple et je te donne la parole. Là, dans quelques jours, il y a des Chabad ici? Ouais, moi je suis Chabad. Ça y est? Il y en a un autre. Donc bientôt, on va avoir Yud Tet qui se lève. Tu connais Yud Tet qui se lève? Ouais. Rosh Hashanah la Chassidoute? Ouais. Ouais? Libération Du Admor Hazaken et tout, machin. Bah, c'est génial, mais c'est pas une fête juive. C'est un jour très sympathique et on étudie, machin. Mais c'est pas une fête juive. Pourquoi c'est pas une fête juive? Parce que c'est un événement très important qui a touché le Admor Hazaken. Ouais, mais c'est comme Yom Ha'atzmaut, du coup. Ah, Yom Ha'atzmaut, c'est tout l'inverse. Yom Ha'atzmaut, c'est une fête juive. Bah non. Ah, ben c'est une fête juive d'après la halakha. Non. Oh oui. Tu peux dire aussi. Quelqu'un qui fait pas. D'accord. Bah, attends, alors, très bien ce que tu dis, cette phrase elle est très importante. Je suis pas d'accord. Vous avez le droit dans ce cours de dire tout le temps je suis pas d'accord, mais à une condition. Une explication. Voilà, donner un argument. Si tu donnes pas d'argument, y a pas ça marche pas. Alors attends, il avait levé la main d'abord, vas-y. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait Un événement historique. il y a un événement historique. Voilà. Pourquoi on ne fait pas une fête pour le 7 octobre? Il a fait. Alors c'est une fête, on ferait peut-être plus Non, un jeûne. Bah, n'oublie pas que le 7 octobre en juif c'était Simchat Torah. après, il y a eu tout ce qui s'est passé. Nachon, mais le jour où c'est passé le 7 octobre, tu sais que nous on fonctionne en calendrier juif. Donc c'est le problème, c'est que c'est Simchat Torah. Tu vas pas faire un jeûne à Simchat Torah. Donc on a un problème à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place un jour de jeûne pour le 7 octobre? Peut-être, et peut-être que ça sera fait. En attendant, moi, l'année dernière et cette année dans ma communauté, je suis rabbin de communauté à Jérusalem, on a fait, le jour du Tisha B'Av, on a fait des keynotes du 7 octobre. Les lamentations, c'est les trucs qu'on dit pour tous les malheurs qui nous sont arrivés. Il y en a qui ont été écrits pour le 7 octobre, et donc on l'a fait à ce moment-là. C'est-à-dire, mais évidemment que c'est un jour qu'il faut commémorer. Maintenant, commémorer dans le deuil, c'est pas aussi important que de mettre en place une fête juive. Et en 67, D'accord. chez Yerushalayim. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place une fête pour la libération de Jérusalem? On a mis en place une fête. Il y a Yom Yerushalayim, c'est une fête juive. C'est une fête juive dans le calendrier juif. Oui, mais C'est pas obligatoire. C'est obligatoire. on a fait Bah, tu transgresses la Torah. Et Araf, tu fais quoi, Yerushalayim? Alors, je vais t'expliquer. Attends, juste, il y avait la main. Attends, je te dis dans une seconde, vas-y. Mais il y a plein d'événements qui sont passés dans le peuple juif, Genre genre la Shoah. bah, alors, la Shoah, tu reviens en 7 octobre en mode méga Maus costaud. On aurait dû mettre en place un jour pour la Shoah, c'est ça que tu veux dire? Bah, on l'a fait 3. On l'a fait, frère. On a fait 3 jours. Il y a le jour qui s'appelle Yom HaShoah, Ça va des bêtes. ça a été mis en place, et c'est une takana aussi du grand rabbinat d'Israël. Et Yom HaShoah, c'est aussi
le 10 Tevet, où c'est déjà le jeûne du Tevet, mais on a rajouté la Shoah dessus. Et aussi à Tisha B'Av, il y a aussi des keynotes de la Shoah. Mais alors pourquoi c'est possible? Bah, je sais pas, c'est toi qui connais pas. Hein? C'est toi qui connais pas. Là, tu viens d'arriver en Israël, tu vas voir ce que c'est Yom HaShoah en Israël. Tu vas voir. Ok. Ah bah ça, on est là pour apprendre. Mais en tout cas, t'as raison, et ça a été mis en place. Donc, tu as raison de dire qu'il faudrait faire ça. Il faudrait tellement faire qu'on l'a fait. D'accord? Donc, ouais, vas-y. Moi, je trouve que genre, on se prend trop pour des rabbins, là, du genre, par exemple, Ayom Hazikaron, Yom HaAtzmaut. Oui, Ouais. Asmout. Le fait qu'on fasse le Hallel, c'est pas quand même abusé. Arrive pour le Hallel. Je sais pas abuser de faire le Hallel. Attends, dis-moi, je te pose une question. Mais n'importe quoi. Attends, je te pose une question. Je suis d'accord, mais sans. Écoute-moi, je te pose une question. J'ai entendu ta question, je te réponds comme juif par une autre question. C'est quoi la question? C'est quoi? C'est pas un peu abusé de faire le Hallel à Yom HaAtzmaut? Franchement. Est-ce qu'on avec bracha, Hallel sans bracha, c'est pas Hallel. Hallel sans bracha, c'est pas le Hallel. Ouais, ça, c'est pas le Hallel. Tu peux remercier Dieu tous les jours. Tu peux remercier tous les jours. Hallel, ça a une bracha devant. Hallel, ça faisait au télim de remerciement alors. Encore une fois, dire des Tehillim, c'est très bien. Un truc qui s'appelle Hallel, il y a une bracha devant. C'est-à-dire, sinon ça s'appelle pas Hallel. On n'est pas comme à l'époque. Alors, c'est une très bonne question que tu poses. C'est évident qu'avant Yom HaAtzmaut, on fera un cours entier là-dessus, machin, mais là, je te dis sur un pied, qui a l'autorité de décréter des halachot? Est-ce que c'est le Rav Bochko? Non. Bah si, dans sa yeshiva, il peut décréter des choses. Non, les halachot, elles Ouais, découlent. mais les halachot, Dans les- pour le monde. il y a fait. Donc, il y a le concept du Maradéatra. Le Maradéatra, il est posek halacha. On a plus de pouvoir aujourd'hui. Ah, écoute-moi. Le Maradéatra, il est posek halacha. Chacun à son niveau. Le rabbin de communauté dans sa communauté, le rosh yeshiva dans sa yeshiva. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être posek halacha pour tout le peuple juif? Il n'y a plus de Sanhedrin. Mais en Eretz Israël, il y a un Maradéatra. Et ce Maradéatra, c'est le grand rabbinat d'Israël. C'est pour ça que les Français ils connaissent pas ça. Ah, peut-être que les Français ne connaissent pas. Le problème, c'est que les Français ils connaissent très bien Yom HaAtzmaut. Ils mangent des falafels et tout. Et Reconnu comme une. ah, ben ça, parce qu'ils veulent pas le reconnaître, ils veulent pas l'étudier. Mais sache que le grand rabbinat d'Israël, Ils veulent pas, c'est pas pour rien qu'ils- ça c'est le genre de truc qu'on va étudier à l'approche de Yom HaAtzmaut. On va pas en parler maintenant, après tu vas oublier d'ici là. Mais sache que dans la halakha, dans ce qu'on appelle Troumin, c'est-à-dire les protocoles de la halakha mis en place par le grand rabbinat d'Israël, Yom HaAtzmaut est une fête juive. On n'a pas le droit de dire Tachanoun, il faut dire le Hallel. Il y a des halakhot qui ont été mis en place. Maintenant, pourquoi on a le force de le faire? Pourquoi tu n'as pas posé la question pour Hanouka? On a mis aussi en place une fête de 8 jours où on fait 8 jours le Hallel. C'est pas un peu abusé? Qui a décrété ça? Les rabbins de l'époque. Les rabbins. Oui, c'était plus important. Ah, alors là, il faut arrêter avec ça. Est-ce que vraiment vous pensez que Dieu, il sait pas ce qu'il fait? Alors pourquoi il n'y a pas une différence? Est-ce que vous pensez que Dieu, il sait pas ce qu'il fait? De dire tout le temps, ah, c'était vachement mieux avant. Les amis, il y a 2 semaines, on a lu la paracha de Shoftim. Ok? Dans la paracha de Shoftim, il y a marqué que tu dois aller voir le rabbin Asher Yeh Bayamim Mahem. Quand tu as une question, tu vas voir Ve'alarta el HaShofet ve'el Kohen Asher Yeh Bayamim Mahem. Rashi te dit, même s'ils sont moins forts que les rabbins d'avant, c'est ceux que Dieu il t'a donné maintenant. Zemayesh. Mais là, Ouais. c'est que les possèques à la phrase, c'est que des quoi, les Amadéama. Non, Maradéatra, ça veut dire en araméen le patron dans cet endroit-là. Ok, donc vous avez dit qu'eux, ils peuvent être possèques à la phrase. Bien sûr. Mais moi, j'ai entendu dire que les seuls qui peuvent être possèques à la phrase, c'est ceux qui ont été plus spirituellement plus élevés que ceux qui ont instauré la halakha. Il faut que tu me donnes l'adresse de ton magasin. Bah oui, parce que toi, tu as réussi à la trouver, moi, je ne l'ai pas trouvée encore. Soit tu as dans ta poche ton rabbinomètre. Toi, dans ta poche, tu as un rabbinomètre. Oh, c'est le G. Ah, d'accord. Tu as un rabbinomètre. C'est-à-dire, tu sais quel rabbin est plus spirituel que d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on Toi, sait tu pas. sais. J'ai pas dit moi. Non, pas toi. C'est-à-dire, qui peut dire ce rabbin-là, il est plus spirituel que celui-là? Est-ce qu'il y a une Et donc, fête- comment un rabbin, si un rabbin. Non, mais c'est ça, laisse-moi finir. Si un rabbin, il peut se permettre de dire je suis plus fort que le Rachid. Donc là, non, il y a un problème d'ego. Bien sûr, tu peux pas contredire des Rishonim. Le Rachid, c'est autre chose. Nachon. On peut pas, ceux qui se. Nachon. qui, plus- Mais je contredis pas. Comment on étudie la Torah? On a nos textes, on a nos références. Et donc, à un moment donné, tu dis, ok, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Eh ben, je vois que ce qui nous arrive, ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. C'est où? Mais du coup, si à l'époque, ils n'ont pas été poskim sur certaines halakha,
Pour aujourd'hui, Bah, peut-être parce que la réalité elle est différente. Peut-être. On le voit de génération en génération, ça baisse niveau. On le voit très bien. Les Rishonim, ils sont plus, on va dire forts, on va dire forts. Mon ami, Les Acharonim, les Rishonim ils sont plus forts que les Acharonim. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus forts que tous. Et aujourd'hui, sache qu'on est plus fort que tous. Pour deux raisons. Je t'explique. Non, c'est pas une question. Arrêtez avec votre Yetzirara. Arrêtez d'avoir peur du mal et du Satan. Arrêtez d'être chrétien. Les amis, il y a deux raisons. Moi, j'ai un truc que Rashi n'avait pas. Je suis beaucoup moins grand que Rashi au niveau individuel. Mais tu sais ce que moi j'ai que Rashi n'avait pas? Ouais, c'est vrai, mais c'est pas l'idée. Non, c'est pas l'idée. Non, ce que moi j'ai que Rashi n'avait pas, c'est que moi j'ai le Rambam. Rashi n'avait pas le Rambam parce que le Rambam est venu après Rashi. Et tu sais ce que j'ai que Rambam n'avait pas? J'ai le Ramban aussi. Et j'ai aussi le Shulchan Aruch. Et j'ai aussi, c'est-à-dire que je peux être moins grand au niveau individuel que l'intelligence, le QI de Rashi et les midot de Rashi, Vadaï. Mais on est ce qu'on appelle des nains sur des épaules de géants. Donc au final, qui est plus grand? Nous. Bah nous. Parce qu'on est sur les épaules de ces géants, sur Rashi, sur Rambam. Maintenant ça c'est une chose. Et il y a un autre truc qu'il faut que tu comprennes, et ça en l'occurrence c'est la fête de Yom Yerushalayim, c'est que Dieu il a prêté un serment. Ok, c'est dans la Gemara, dans ma Masechet Ta'anit à la page 4. Dieu il a prêté un serment. Il a dit, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut, tant qu'Israël ne rentreront pas dans la Jérusalem d'en bas. Je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut, tant qu'Israël ne rentrera pas dans la Jérusalem d'en bas. Je te fais une promesse. Maintenant, c'est quoi Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas? Vous avez remarqué que Yerushalayim, comment ça se termine le mot? Non. Non, pas im. Aïm. Comment on dit une main? Yad. Comment on dit deux mains? Ben non, en hébreu, on devrait dire yadim. Le pluriel, c'est im. Mais c'est de la dualité. Ah, il y a fait. Quand il y a deux, c'est pas im, c'est aïm. D'accord? Aïn, enaïm, ozen, oznaïm, yad, yadaïm. Yeru, Shalayim. Donc il y en a deux. Donc le Talmud il dit il y a deux, c'est quoi? C'est Shelmala et Shelmata. C'est quoi Shelmata? C'est la Jéru que tu connais, c'est le Kotel, c'est la Rakevet, c'est Ben Yehuda, le Chouk, tout ça, c'est Yerushalayim Shelmata. Yerushalayim Shelmala nous dit le plus grand Tunisien de l'histoire, qui s'appelait le Rav Meir Yehuda Getz, qui était le Rosh Yeshivat Amekoubalim et le Rav du Kotel. Il disait Yerushalayim Shelmala, c'est un sac avec des âmes. Ce sont des neshamot qui sont les neshamot de la névoa que Dieu il a arrêté de donner de la prophétie, les neshamot de l'époque du premier Beth Amikdash que Dieu il a arrêté de donner après la destruction du premier Beth Amikdash. Et il a fermé le sac et il a dit je ne rentrerai pas dans ce sac-là, je ne recommencerai pas à donner ces neshamot-là tant qu'Israël ne rentrera pas dans Jérusalem d'en bas. Les amis, ça veut dire que depuis 1967, Dieu il redonne ces neshamot-là. C'est-à-dire que, oui, le niveau qu'on peut atteindre, ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre, ça dépend de notre étude et de ce qu'on se donne ou ce qu'on ne donne pas. Est-ce qu'en cours on est sur le téléphone ou est-ce qu'on est en train d'étudier la Torah? Mais le niveau qu'on peut atteindre, il est infiniment plus grand que celui de nos ancêtres. Et vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la génération d'aujourd'hui... Elle est géniale, elle est fantastique. On n'a jamais eu une génération comme ça. Tu veux savoir d'où je le sais? Va voir les mecs qui sont en Milouim depuis 500 jours. Va voir les mecs qui sont des tzadikés olam, et qui sont en train d'amener la Géoula à un autre shlav. Hein? Il a fait. Donc l'histoire... Ah, j'ai pas dit que... Le fait est que... Tu as raison, peut-être que s'ils avaient été à notre place maintenant, peut-être qu'ils auraient été autrement, mais moi je refais pas le match. Ce que j'ai pas, je peux pas remonter le temps. Grave, une question. Oui. Aujourd'hui, les 500 personnes qui... Non, les Israéliens qui sont en milieu depuis 500 jours, Ouais. pour eux, ils sont plus forts que les Hashmonaïm. Ah, complètement. Ils sont partis 9 Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Là, parce que je fais pas une comparaison entre qui est meilleur et qui est pas meilleur. Je dis simplement que arrêtez de penser qu'on est une petite génération qui peut pas. Les amis, on est la génération qu'Akadosh Baruch Hu il a choisie pour la Géoula. C'est nous la génération. Faites un peu confiance à Dieu. Non? Non. C'est juste que pourquoi, quand les Israël sont rentrés avec 40 ans dans le désert, il y a une fête pour ça où je me trompe? Ah, très bonne question. Ça, on aurait dû faire une fête. La rentrée en Israël. La vraie, la première avec Yoshua. Hein? Oui, on a fait une fête. Elle s'appelle Pessah, puisque c'était le jour de Pessah. On est rentré le 10 Nissan, et donc juste après, on a fait le premier Pessah. Je crois, mais... C'est marqué dans le Tanakh. C'est marqué dans le livre de Yoshua. Oui, lis. Non, lis le livre de Yoshua. Oui, vous voulez pas qu'on parle de Rosh Hashanah, donc? Ouais. Je comprenais pas un truc par rapport au...
Ouais. Non mais Azov le Hallel. Moi je suis à Genève, moi je suis à Genève. Azov le Hallel. Tu dois dire le Hallel à Genève. J'ai vécu avec une communauté de Chabad. Mais c'est Adar, donc c'est Chabad. Sfarad, Mais c'est Adar. Ashkenaz et tout. Bien, tu sais quoi? Et on- Garde le Hallel. Garde le Hallel de Yom Ha'atzmaut. C'était genre si important. Garde le Hallel et Yom Ha'atzmaut. On en parlera à Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire, on a le temps. Là, c'est Rosh Hashanah dans 2 secondes. Ouais, Moi, ça Ça va? Hein? ça m'a pas convenu parce qu'en fait, je vous ai posé la question par Ouais. rapport à la génération qui régresse. Ouais. Vous m'avez donné un exemple des. Non, je te dis, on régresse pas. Pourquoi tu dis qu'on régresse? Mais parce que vous. On connaît beaucoup plus la Torah que des générations précédentes. Vous avez l'exemple non, d'Israël. En Israël. Ah, tu dis les gens qui sont en route l'arrêtent? Ah, je suis d'accord avec toi. France, Mais est-ce que tu penses qu'avant c'était mieux? vous connaissez tout par Eh, il y a un truc, votre problème c'est que vous avez une idéalisation de l'histoire sans connaître l'histoire. Tu sais mon ami, avant, les fameuses générations d'avant, ils étaient tous analphabètes. Ils connaissaient rien. Alors à l'époque de Rachi, tu avais Rachi, c'était un géant de l'univers, mais le peuple juif, il savait pas lire, il savait pas écrire. De quoi tu me parles? Oui, mais ils étaient dans la Torah. Et, ils étaient dans la Torah. C'est-à-dire, parce qu'à une époque, si le rabbin, quand il ne faisait pas la Torah, il disait, ah, tu vas brûler en enfer, et les gens, ils disaient, ah. Aujourd'hui, on est... Non, c'est beaucoup mieux que tu fasses la Torah, pas parce que tu as peur de brûler en enfer, mais parce que tu fais la Torah, parce que tu comprends la grandeur de la Torah. Le Rav Kook, il explique que si Akadosh Baruch Hu, Rashi, mais pas les autres. Ah, tous, la Gemara. Ah putain, qui connaissait la Gemara. Il y avait 2 personnes et demie qui connaissaient la Gemara. Tu sais, à l'époque des grandes yeshivot en Pologne, il y a 200 ans, il y avait... Genre, vous connaissez tout Mais par qui cœur, connaissait? transmettez de génération en Qui? génération. Les rabbins de la Mishnah. Non, Oui, non, mais les rabbins de la Mishnah, de la Gemara. Mais qui les connaissait? Il faut dire que Qui les connaissait? ça se transmettait de. Mais qui? Tous. Ah, les gens? Mais ça va pas à la tête. c'est vrai, mais ils disent dans la Mishnah que même les Bora Amaretz, pourquoi ils ont commencé à écrire la Mishnah? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont commencé à l'oublier, mais ils connaissaient quand même. Vous connaissez des lois. La Mishnah, c'est la halakha, c'est tout, hein, c'est rien d'extraordinaire. Ils connaissaient quand même, mais à Les amis, il n'y a jamais eu autant d'études de Torah qu'aujourd'hui. Vous pouvez la tourner autant que vous voulez. On n'a jamais eu autant d'yeshivot, autant de Bate Midrash, autant de synagogues, autant de shiurim. Jamais. Jamais. Arrêtez de penser qu'on est une génération toute pourrie. On est une génération fantastique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à corriger. Mais on est une génération extraordinaire. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi. Ah non, il nous reste 5 minutes. Venez, on parle un tout petit peu de Rosh Hashanah quand même. Parce que tout a commencé en disant il faut un événement historique. D'accord? Donc je pose la question simple. Ok? Les gars, vraiment lâchez vos portables. Vraiment. Genre vraiment. Ou alors t'es pas obligé d'être en cours. Moi je t'obligerai jamais de venir en cours. Mais si tu viens en cours, t'es en cours. Ok? Maintenant les gars, la question elle est très très simple. Hein? Ça va bien? La question elle est très simple. Coup de boule. Coup de boule. Fais des remarques, coup de boule. Octogone. Tiens. La question elle est très simple les amis. Qu'est-ce qu'on fête à Rosh Hashanah? Alors, venez. Vous avez dit 2 trucs. Je veux que vous... Parce que j'aime pas... je vous ai dit, je suis pas en mode la nouvelle année, Rosh Hashanah, c'est Briat Haolam. Tous les trucs que vous avez entendus en général, je vais vous les démonter. D'accord? Mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Donc tu m'as dit c'est la nouvelle année. Ok? C'est Rosh Hashanah, la nouvelle année. Comment elle s'appelle? Tête de l'année, première nouvelle année, ce que tu veux, ce que tu veux. Dis-moi, comment elle s'appelle dans la Torah, cette journée-là? En l'occurrence, dans la feuille, parce que je vous ai donné des feuilles, c'est marqué Iné, dans la source numéro 5. Regarde la source numéro 5 dans la feuille. Tiens. Il y a marqué Daber el bnei Israël les morts. Bachodesh hashevi be'echad lachodesh yelachem shabbaton zichron teruah mikra kodesh. C'est la fête de Rosh Hashanah. C'est le premier jour du 7e mois. Tu veux m'expliquer comment c'est possible qu'un truc qui est le premier jour du 7e mois, ça soit le début de l'année? Le décompte, il a commencé à... C'est-à-dire que c'est quand le début de l'année dans le judaïsme? C'est en Nissan. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon ou lachem le chodshei Hashanah. Donc d'après la halakha juive, le début de l'année c'est quand? C'est en Nissan. Donc, attends, donc de me dire que Rosh Hashanah c'est le début de l'année, c'est pas possible. Ok? Ah, c'est la Kodesh Israël. Quoi, ça a été Rosh Hashanah? En fait, non, on me dit sûr que ça avait été pensé à Nissan. Ah non, toi tu parles de... Alors tu me parles de la création du monde là, 2 secondes. Là je te parle du début de l'année à l'Achik. Le début de l'année à l'Achik c'est en Nissan. Donc de me dire Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fête le début de l'année? 1, c'est pas vrai. Et 2, c'est pas un événement historique. On a dit, une fête juive c'est un événement historique. Donc on met de côté le fait que c'est le début de l'année.
Par contre, ça nous amènera à une autre question de savoir alors pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah. Ok? Mais c'est une autre question. Non, on ne donne pas de réponse. Parce qu'on ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, on sait juste que c'est pas possible de dire que c'est le début de l'année. D'accord? C'est quoi qui est une fête? C'est un événement historique. Nachon. C'est un événement historique. On vient commémorer un événement historique qui a eu lieu pour le peuple juif. Et ça m'amène au deuxième point. Vous m'avez dit c'est Briata Olam. La création du monde. On viendrait symboliser la création du monde. Maintenant, j'ai 3 problèmes avec ça. Comment c'est fait? Premièrement, la création du monde, si on dit que c'était à Rosh Hashanah, c'est pas un événement qui a touché le peuple juif. Pas le monde entier. Il n'y avait pas le peuple juif. Donc c'est pas un événement qui a touché le peuple juif. On ne fait pas une fête le jour où Noach il est sorti de l'arche d'alliance, de l'arche de Noé. Soukot, par exemple. Attends, Rosh Hashanah, déjà tu pars sur une autre fête. Mais tu as raison, il faudra poser la question, qu'est-ce qu'on fait à Soukot? Et viens pas me dire les nuées protectrices. Oui. Non, viens pas me dire ça. Tu sais pourquoi viens pas me dire ça? Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on les a eus? Justement, Quand on est sorti? Yétiad d'Israël, c'était quand? C'était après. C'était quand? C'était quand dans l'année? Dans l'année, c'était quand? C'était en 2012. Non, pas quelle année? Dans l'année, c'était quand? La sortie d'Égypte. Printemps. En quel mois? En avril. Ouais, en avril. En juif, s'il te plaît? Hier. En Nissan. En Nissan, Nachon. C'est la fête de Pessah. Nachon, vous vous rappelez, connaissez Pessah, sortie d'Égypte? Ouais, c'est bon? Donc les nuées protectrices, on les a eues en Nissan. Pourquoi tu le fais en Tishrei alors? Et hop là. Ok? Mais viens, là on est sur Rosh Hashanah. Déjà tu m'as amené à Sukkot. Donc, 2 secondes, je reviens sur ma création du monde. Donc tu m'as dit la création du monde, mais la création du monde, ce n'est pas un événement qui a touché le peuple d'Israël. C'est ton premier problème. Deuxième problème, on a déjà une fête qui vient symboliser la création du monde. Et elle revient 52 fois par an. Shabbat. Qu'est-ce que tu dis dans le Kiddush? Oti beni ou ben bene Israël, Oti leolam, ki sheshet yamim asa Hashem, Zikaron, dans le Kiddush on dit le maaseh, Bereshit. Donc on a déjà une autre fête qui symbolise la création du monde. On n'a pas besoin de Rosh Hashanah. Et troisième problème, quoi, le monde il a été créé en Tishri? Non, c'est-à-dire le monde le 25 Elul, l'homme le premier Tishri, mais ça c'est une marque loquette les amis. C'est une marque loquette, c'est la source numéro blablabla 3. Quand le monde a été créé? Ouais. Non, marque loquette c'est une dispute. Il y a 2 avis qui ne sont pas d'accord. Sur quand le monde a été créé. Regardez la source numéro 3. Tanya Rabbi Eliezer Omer. C'est dans le traité de Rosh Hashanah dans la page 10 et 11. On dit comme ça. Tanya Rabbi Eliezer Omer Betishrei Nivra Olam. Ah, c'est bon. Le monde a été créé en Tishri. Oui, mais sautez une ligne. Au bout de la page, au milieu de la page, c'est Rabbi Yoshua. Vous avez au deuxième ligne? Au milieu, il y a marqué Rabbi Yoshua. Vous l'avez? Ouais. Rabbi Yoshua Omer, Benissan, Nivra Olam. Lui, il dit que le monde a été créé en Nissan. Qui a raison, Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua? Les deux. Halakha. Les deux verbes. Halakha, c'est pas les deux. Halakha, c'est jamais les deux. Si, si. Non, halakha, ça peut pas être les deux. Le Halakha, il peut y avoir des marlogotes, mais halakha, c'est tu tranches. Il a été pensé en Nissan. Halakha. Donc, quand est-ce qu'il a été créé? En Nissan. D'abord, c'est l'inverse. Ça a été pensé en Tishri et ça a été créé en Nissan. Donc, au final, le monde a été créé en Nissan. Comment je le sais? Halakha. Quelle est la preuve halachique? Vous savez qu'il y a un truc qu'on fait tous les mois qui s'appelle Birkat Alevana. Pourquoi? Parce que la lune, elle revient à sa place, machin. Il y a une autre bracha, par contre, qu'on fait tous les 28 ans. De l'éclipse. Non, c'est pas de l'éclipse. C'est ce qu'on appelle Birkat Achama. La prière pour remercier que Dieu il a créé le soleil. Pourquoi tous les 28 ans? C'est basé sur un calcul dans le Talmud qui est faux, mais on s'en fout, on le garde quand même, qui te dit que tous les 28 ans, le soleil il revient à sa position initiale que là où a été créé. On s'en fout du calcul qui est faux, astronomiquement il ne marche pas, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que, halachiquement, c'est quand qu'on fait Birkat Achama tous les 28 ans, le 4 Nissan. Parce que le monde a été créé en Nissan, donc le soleil a été créé en Nissan. Jusqu'où on peut balayer comme ça, le calcul il est faux, il y a une raison, non? Ah oui, c'est que Ravada, il s'est trompé dans son calcul. C'est pas grave. Ah, parce que l'autre calcul qui était de Ravabois, si on devait le suivre, ça serait tous les 100 000 ans. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et vu que la bracha, elle est juste là pour symboliser notre remerciement, c'est pas très grave que astronomiquement ça marche pas. Parce que si tu rates et que le prochain c'est dans 100 000 ans, c'est compliqué. C'est-à-dire? Ouais. Je sais pas, on ici le soleil il a été créé. On s'en fout de temps d'années. Tu le fais en Nissan pour symboliser que
le soleil revient à sa course tous les 28 ans, Nagid, mais tu le fais en Nissan, parce qu'à la base, il a été créé en Nissan. Et oui, mais la création du monde, elle n'avait pas été en même temps que la création du soleil. Si, c'est le 4e jour, le soleil. C'est pas des Ouais, non, mais Ah, c'est pas des vrais jours, donc à ce moment-là, il n'y a plus rien qui marche. La finalisation, c'est C'est sûr que c'est pas des vrais jours. C'est sûr que c'est pas des vrais jours. Mais de ce qu'on te dit dans la tradition juive, le 25 Adar jusqu'au 1er Nissan, création de l'homme, ou alors d'après Rabbi Eliezer, 25 Elul, 1er Tishrei. Donc par rapport à ça, la halakha, elle dit non, moi je vais du côté de Rabbi Yoshua de Nissan. Donc tout ça pour dire les amis que El Malasot, ça peut pas être ça qu'on fête. C'est pas possible qu'on fête ça parce que 1, la création du monde, il y a une autre fête. 2, c'est pas un événement qui a tué le peuple juif. Et 3, bah c'est une marloquette si ça s'est passé en Tishrei ou en Nissan. Et la halakha, elle dit que c'est en Nissan. Rabbi Yoshua, qui pense que le monde a été créé en Nissan, il disait quoi à ses enfants à la table de Rosh Hashanah? Quand les enfants ils demandaient on fait quoi, il n'allait pas leur dire on fait la création du monde, parce que lui il pense en Nissan. Il faisait quoi alors? Alors on fait quoi? Je pose une question, ouais, dernière question, vas-y. Yom Hadin, c'est pas un événement historique. Le fait que Dieu y juge, c'est pas un événement historique qui a touché le peuple juif. C'est très important, mais c'est pas la raison de faire une fête. On décrète des fêtes que parce qu'il y a un événement historique. Les amis, qu'est-ce qu'on fête? Attends, il faut que j'aille très très vite. Regardez la source numéro 4. Non, tu sais quoi? Source numéro... Oui, dans 4, excuse-moi, attends pour moi. Le 4, c'est le Kiddush de Rosh Hashanah. Donc je vous ai mis le Kiddush de Rosh Hashanah, écoutez bien. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותן לנו השם אלוהינו באהבה את יום הזיכרון הזה ואת יום טוב מקרא קודש הזה, יום תרועה יהיה לכם, באהבה מקרא קודש. Ah, ben voilà, ben c'est marqué dans le Kiddush alors. On fête quoi à Rosh Hashanah? Le souvenir de la sortie. De quoi? La sortie Ça, il y a d'Égypte. déjà vu ça. Ah, il y a déjà Pessah. Il n'y a pas Théoroua qui veut dire un. Yom Teruah, ça veut dire c'est le jour de la sonnerie. Mais on y reviendra. Mais attends, j'ai pas compris. Pourquoi il a la sortie d'Égypte? Bah c'est ça, pourquoi on me dit c'est la sortie d'Égypte? Alors que c'est Pessah. D'accord? Bon alors qu'est-ce qu'on fait alors, les amis, c'est pas une marloquette. Genre on la ramène à toutes les sauces. là. Non, on la ramène pas à toutes les sauces. À Hanouka, tu dis pas. À Yom Ha'atzmaut, tu dis pas. À Hanouka, tu dis pas. Sur le schéma on dit. Schéma, on le dit, mais ça d'ailleurs, parce qu'il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais ça, c'est à l'époque. Le schéma, c'est dans la Torah. Ouais mais genre on le ramène souvent qu'on est sorti. On ramène souvent parce que c'est la base de l'identité. C'est la base de l'identité d'Israël. Donc c'est très important. Mais au niveau des fêtes, Alors on le ramène aussi là-bas. bah, sauf que si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc à Hanouka, tu vas pas dire c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est pas en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire Hein Non, il n'y a pas de kiddush, mais il y a plein de filotes à Hanouka. Tu aurais pu balancer un Zecher Litziat Mitzrayim aussi, mais tu le dis pas. Azrabotai, qu'est-ce qu'on fête? Zéo, on termine, on a terminé. Donc qu'est-ce qu'on fête? Bah, vous savez quoi? On verra la semaine prochaine. Non. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Kol tov. Et bonjour de Yann Bram. Ah, il a fait prestateur. Donc bah c'est la copine. J'étais chez vous à la pourrie, vous vous rappelez pas? Ah oui, mais j'étais pas maître de moi-même. Ah, mais... J'aime bien vos cours parce que c'est pas juste vous êtes là, pas là avec le CRM. Je suis pas toujours d'accord avec vous, c'est normal, c'est plus Ah, c'est très bien. CRM, hein. Pas négatif. Bah, moi je pense que Les trucs qui font mal. moi,